Il est 8h passé de 17 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez en direct de chez vous votre émission Matin d'Éden. Nous sommes dans la rubrique L'analyse et je suis déjà avec mes analystes politiques et confrères sur ce plateau. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Arthur Rendo, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Comment est-ce que vous portez ce matin, Roland? Oui, je vais bien, mais avec un nouveau look que les gens vont devoir accepter parce qu'avec la présence continue au plateau, avec la lumière, j'ai commencé à avoir des soucis et donc il fallait corriger ça. Donc apprenez à accepter ça désormais. Merci. Allez, courage à vous. Oumar Adeyanju, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs. Et merci en tout cas de toujours nous avoir sur ce plateau. La lutte continue. La lutte continue. Ah, ouais. Peut-être que c'est l'âge aussi, hein, Laurent. C'est lié à l'âge. Oui, mais écoutez, les lumières, oui, c'est clair. C'est ça qui est la base. Ça fait 36 ans de présence continue. Bon, c'est vrai aussi l'âge aussi qui n'intervient pas au moment également. Les deux cumulés. Les deux cumulés. Ah oui, on n'a pas le choix. Oui. On fait avec. D'accord. Non mais ça vous va. Hein. Merci. Ah oui, vous êtes très bon avec. Alors c'était la petite parenthèse. Oumar Adeyanju, pour Gaston Zossou, Romuald Wadaï incarne l'avenir du Bénin dès 2026. Le DG de la LNB était en conférence de presse hier. Oui, on est désormais dans cette logique-là, en tout cas du côté de la mouvance, chacun donne de la voix pour plusieurs raisons, on va peut-être en parler. Les soutiens affûtent de Paris. Oui, de partout, soutien tous azimuts, je crois que vous en avez parlé la dernière fois. Voilà, donc chacun y va donc de son grain de sel. Voilà, moi je soutiens une manière de montrer qu'on est toujours présent. Si jamais c'est le système, enfin, si jamais c'est Wadaï qui devient donc le président du Bénin, on reste toujours donc dans le système. Je suis là, je vous ai soutenu. Le moment venu, on pourra le brandir comme un peu. À moi. Voilà, c'est ça, c'est la guerre politique. Mais c'est un soutien de taille quand on parle de Gaston. Voilà, et c'est là où je voudrais en venir. Je dis de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier le côté très tribun de Gaston Zossou qui arrive quand même à haranguer la foule, à donner donc comment on appelle, de la force, oui. Parce que il a cette, comment on appelle, cette maestria dans sa manière donc de manier la langue de Molière. Il est très bon orateur, c'est un bon orateur. On sait ce qu'il a pu faire en étant ministre de la Communication de Kérékou dans le temps, c'est qu'il lui avait valu le nom de Zogang. Tout le monde l'appelait Zogang. On sait que c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui a la capacité de convaincre de manière très facile. C'est là où peut-être l'autre camp aussi doit se poser des questions, parce que si on laisse tout le temps le terrain aux autres, ils vont l'occuper, ils vont essayer, ils vont essayer de tout faire donc pour convaincre. De banaliser. Et comme on dit, quand quelqu'un vous répète quelque chose tout le temps, que ce soit vrai ou faux, à un moment vous allez commencer à vous dire mais est-ce que c'est pas vrai voilà. Parce que pour eux, pour beaucoup d'entre eux déjà, Romuald Wadaï est président déjà. Hein. Oui, quand on les écoute, ça fait sourire carrément. C'est tout comme si nous avons déjà même quelquefois, tu as une interview, on te parle de Romuald Wadaï comme s'il était président. C'est toi qui es obligé de rappeler, vous dire non mais attention, on n'a pas encore fait les élections. Il y a une élection, beaucoup de Béninois attendent. Tu as vu tu as entendu le nouveau président. Voilà. Donc il faut faire très attention. Je sais que l'opposition est en train d'affûter également ses armes, prendre le temps de bien choisir son duo de candidats. Oui, c'est clair qu'ils vont devoir mijoter quelque chose de très intéressant. Oui, puisque les autres viennent avec leurs candidats qui, plus ou moins dans leur camp pour le moment, ne divisent pas pour le moment. Peut-être qu'à l'interne, il y a comment on appelle, du remue-ménage, on ne sait pas, et qu'on essaie de contenir tout cela pour ne pas donc gâcher l'apparence de discipline qu'on a toujours observé dans ce groupe-là. C'est vrai, c'est possible, mais pour le moment, ça semble plutôt calme. Tout le monde est d'accord. Même ceux qui étaient les plus critiques, comme Bertin Kouobi, même certains qui, très souvent, quand ils sortent, ils sont très critiques, ne serait-ce que dans la gestion, on va dire, en ce qui concerne les libertés au Bénin, et Ousmane Batoko qui critiquait, qui avait cette langue-là un peu acerbe contre le pouvoir, aujourd'hui adoube le candidat Romuald Wadaï. Donc à partir de ce moment, il faut faire très attention du côté de l'opposition. Qui est-ce qu'on choisit? C'est clair que ça va peut-être leur prendre un peu de temps parce qu'il faut choisir les bonnes personnes aussi. Mais il faut de la concertation. Il ne faut pas peut-être prendre assez de temps, mais il faut faire attention pour ne pas que cette personne-là divise. Déjà dans le cadre de concertation, vous savez, il y a le MPL qui a fait défection avec Expérience Tébé, qui n'est plus avec eux. On ne sait pas quelle est vraiment la pomme de discorde, ce qui l'a poussé à partir, mais c'est sûr qu'il a fait des propositions
pour le peu que j'ai pu lire sur Internet, il a fait des propositions et que, bon, ces propositions-là ne sont pas passées. Il a évoqué quelques raisons de considération. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et en gros, ce qu'on remarque, c'est l'ego et l'indiscipline aussi qui caractérisent un tout petit peu dans ce groupe-là. Oui. Contrairement à l'autre camp où c'est une discipline, je reste très mesuré, apparente en tout cas, parce que peut-être il y a quelqu'un qui est là-bas qui est très rigoureux, qui arrive à imposer cette discipline-là. Bon, il faut reconnaître que ça manque du côté, peut-être de l'autre côté aussi, avec tout ce qu'on voit, puisque dès que Wadagne a été désigné, imaginez un tout petit peu, c'est un député du parti de l'opposition qui dit tout de suite, je soutiens. Ça frôle un tout petit peu l'indiscipline. Maintenant, le MPL qui part, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je dis, soyons calmes, surtout pour les gens du pouvoir, pour ceux qui sont en train de voir tout de suite Romuald président, c'est pas encore assuré. Il va falloir le vendre aux Béninois et comment est-ce qu'ils vont y arriver? Je pense qu'ils sont un peu dans cette logique. Dans les urnes. C'est dans les urnes que tout va se jouer. Le dernier mot appartient donc au peuple. Voilà. Allez, Roland Tonikès, Gaston Zossou, porte en triomphe, Romuald Wadaye. Pour moi, c'est un non-événement. Je m'explique, c'est un non-événement. Ça ne vous surprend pas du tout? Non, mais écoutez, il ne peut pas faire autre chose, il ne peut pas dire autre chose. Moi, je veux d'autres personnes qui vont soutenir Wadaye, qui pourraient être un événement pour moi. Mais Wadaye, Gaston Zossou dit, non, ce n'est pas un événement. Directeur de la Loterie nationale du Bénin. Écoutez, ancien ministre. Il tient son autorité de qui? Du chef de l'État. Du chef de l'État, non. Non, bon. Après, non, mais c'est possible, nous sommes sur le terrain politique. Oui, c'est ce que même là, maintenant, Wadaye est son patron. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, écoutez, on sait qu'il a fait campagne pour le candidat Patrice Talon en 2015-2016. Ah oui, ça, nous le savons. Et donc, il a été nommé directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Oui. Entre le ministre des Finances et le chef de l'État qu'il a nommé, la réponse est claire. Ah bon? Bon, maintenant, il tient celui à qui il rencontre, même si il a des relations assez poussées avec le chef de l'État, celui à qui il rencontre, c'est le ministre des Finances. Alors, le ministre des Finances, qui est son autorité hiérarchique de tutelle, est candidat aux élections présidentielles et est le poulain de son mentor ou bien celui qui l'a amené au pouvoir en 2016. Il va faire quoi d'autre? Vous voulez qu'il dise quoi? Pour moi, ce n'est pas un événement. Allons-y, passons à autre chose. Parce que oui, évidemment, j'ai dit hier que certains vont vouloir conserver les privilèges qu'ils ont eus pendant 10 ans sous Patrice Talon. Régime, oui. Et donc, il n'a pas intérêt à les désavouer publiquement. Je ne dis pas que Wadaye est pour autant une mauvaise personne, un mauvais candidat. Non. Mais dans la droite ligne des choses, c'est ce que Gaston Zossou doit faire, qu'il est en train de faire là. C'est ce qui est logique. On a beau dire, il est maître de la parole, il sait très bien parler pour convaincre les gens. Vous très éloquent. Non, mais écoutez, je le respecte pour ça quand même. Oui. Très éloquent, il a les mots pour vous convaincre, pour vous emballer. Non, il a les mots pour vous emballer. Ah bon? Ah oui, il a les mots pour vous emballer. Il vous a déjà emballé plusieurs fois. Non, mais écoutez, quand vous suivez Gaston Zossou et que vous n'avez pas la tête sur les épaules, il vous emballe très vite. Ah oui. C'est un maître de la parole. Je ne veux pas dire que c'est un sophiste. Ah oui. Ah mais attention, il faut faire attention. On l'a suivi sous le général Mathieu Kérékou. Donc, mais pour moi, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Je crois que pour moi, son soutien à Wadaye est un non-événement. Mais est-ce que ça ne craint pas de l'autre côté de l'opposition? Déjà avec ce soutien de taille, on parle de quand même Gaston Zossou sur le plan politique. Pardon. Ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas. Gaston Zossou a soutenu la candidature de Romuald Wadaye. C'est déjà bon. C'est un événement. Non, pas. J'ai dit c'est un non-événement. Okay. Gaston Zossou, excusez beaucoup, j'ai du mal à parler avec les verts. Mais écoutez, Gaston Zossou, là, il a été candidat ou quoi sur l'échiquier politique. Si vous voulez qu'on parle, on en parle. Je ne vais pas aller sur ce terrain. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est même pas parce que Gaston Zossou a soutenu Wadaye que ça va craindre du côté de l'opposition. Okay. Non, cherchons le débat. Non, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas ça. Bon. À Porte-Nouveau, là, malgré tout ce qu'il a été sous le général Mathieu Kérékou, qu'a-t-il pu faire face au PRD là-bas? Qu'a-t-il pu faire au cours des différentes élections? Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, c'est un monsieur qui a le verbe, qui peut, à bien des égards, convaincre certains leaders avec son discours, certains jeunes qui vont assister à ces conférences, il va réussir à les emballer pour les amener à opter pour le candidat Wadaye. Mais à proprement parler, quand on va parler de mobilisation sur le terrain, écoutez, n'allons pas sur le terrain, parce qu'on risque de parler, on va dire qu'on s'attaque à une personnalité. Moi, pour moi,
personnellement, mobilisation sur le terrain des électeurs, non, on ne le trouve pas, on ne le trouvera pas. Mais c'est un acteur important qui peut conseiller dans le discours. Quand on prend Gaston Sossou aux côtés de Romuald Wardani, je pense qu'il peut lui apporter quelque chose en termes de prise de parole en public. En termes d'arguments pour convaincre les électeurs, les citoyens. Et il a ce potentiel. Ce potentiel-là, on ne peut pas le négliger, il peut apporter ça au candidat. Mais outre ça, pardon, il ne faut pas qu'on rêve, qu'on aille loin. Et c'est pourquoi je disais que c'est un non-événement. Il ne faut pas penser outre mesure à ça. Et quand on fait allusion aux opposants, écoutez, Tébé ou je ne sais qui d'autre. Espérance. Oui, Expérience. Tébé et autres là. Et Ahossi dont parle Ouma, qui a écrit une lettre à Romuald Wardani, mais qui envoie son parrainage de l'autre côté. J'ai pu voir une photo circuler le week-end, je crois, il était encore avec les autres. Écoutez, pour moi, attendons de voir. Et c'est quand on aura des barons de l'opposition basculer vers la mouvance que ça peut être un événement. Quand on aura des barons de la mouvance basculer vers l'opposition, que ce sera un événement pour moi. Et je crois que le vrai débat, je continue de le dire, et je crois que le bilan me donne raison. Dès lors que les deux formations politiques majeures, ou bien les trois formations politiques majeures, UP, BR et démocrates vont sortir les listes pour les candidatures pour les communales législatives, vous allez voir alors ce qu'on appelle mouvement politique au sein de la classe politique. Ça va aller dans tous les sens. Ça ira dans tous les sens, parce que quelqu'un qui ne veut pas du candidat choisi pour les démocrates et qui peut-être estime qu'il a quelques 10 personnes derrière à mobiliser, ira marchander ça de l'autre côté. C'est pareil pour la mouvance également. Vous allez voir certains qui sont là. Bon, je crois que Ouma a utilisé un terme que j'apprécie, la discipline apparente. C'est une discipline apparente. Et quand on regarde un peu, on rentre dans les détails, on sait très bien que aujourd'hui, pourquoi les gens ne respectent pas Boni Yayi? Boni Yayi n'est pas au pouvoir, il n'a pas beaucoup de moyens à mettre à leur disposition. Beaucoup sont du côté du Parti Salon parce qu'il a le pouvoir, c'est lui qui a les leviers en main. Et c'est avec lui qu'il faut craindre les représailles. Boni Yayi n'a aucun pouvoir, proprement parler, politiquement. Il n'a que peut-être le fait d'haranguer la foule, de prendre la parole par moment, et les gens peuvent espérer, en disant que nous allons vers le parti du peuple, avoir un positionnement pour être sûr de ce qu'ils peuvent être élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se disent, bon, puisque l'opposition, tout le monde dit, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, si on va vers l'opposition, on est sûr que si on est même deuxième, troisième là, dans certaines secondes, on peut être élu. Oui. Ça motive certains mouvements. Ça motive certains mouvements. Ce n'est aucune conviction. On poursuit ses intérêts parce qu'on se dit, si je vais là-bas, là, écoutez, si je vais dans la 16e là, si je fais bien, je parle bien de Yayi Boni, je suis derrière lui, je peux lui apporter, garder son boubou là. Et même si je suis 3e sur la liste, dans la 16e ou la 15e, j'ai la chance d'être élu. Et pour ça, vous allez voir des gens faire des mouvements. Les gens sont prêts à faire la donc coubette. Donc sont dans la troupe pour ça. Mais écoutez, aller dans la 8e, aller dans certains secteurs où le Parti des démocrates peut avoir beaucoup de choses à gagner. Beaucoup font la coubette, font le sérieux, l'humble, le dossier, la Boni Yayi aujourd'hui, parce que oui, on sait que... Vos expressions, oui, donc, il faut énormément barrer. Mais c'est la réalité, ça va déranger les gens. Ça va déranger les gens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Au niveau de la mouvance, certains sont là-bas et attendent que Diagbenu, dans le choix des candidats, avec le grand maître, hein, parce que Diagbenu même n'a pas le droit à 100% de constituer une liste. Donc oui, et il faut quand même... Le grand maître. Oui, le grand maître. Sacré dans les ordres. De toute façon, que ce soit Diagbenu, que ce soit Abité, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le pouvoir à 100% de constituer des listes. Et donc, tous ceux qui sont de l'autre côté aussi, tous les jours vont dire, Monsieur le Président, nous soutenons votre candidat, il est très bon, c'est le meilleur ministre de l'Afrique, et il sera président, nous nous engageons. Parce qu'on sait que pour les communales, il faut quand même espérer avoir une petite place quelque part. On sait que pour les législatives, on sait que, aussi que ce pouvoir toujours gagner des élections par des stratégies. Et donc, peu ou prou, on se dit que tout est gagné d'avance. Et donc, il faut quand même s'arranger pour être capable. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je dis, attendons de voir. Le peuple est souverain à une condition. Si les élections sont... Je finis en disant, le peuple est souverain à une seule condition. Quand les élections sont ouvertes, libres et transparentes. Oui, moi, je crois que les élections sont ouvertes, libres et transparentes. Les règles sont déjà claires dès le départ. Et malgré ça,
même quand il y avait quelques difficultés dans le temps, on a vu quand même les démocrates avoir les 28 députés quand même. Bon, s'il n'y avait pas un tout petit peu de transparence, on est sûr que bon, même les 28 là, ils ne l'auraient pas eu. Bon, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que contrairement à Laurent, par exemple, moi je pense qu'il serait quand même désastreux pour l'opposition aujourd'hui de penser que des figures comme on appelle Gaston Zossou, Ousmane Batoko, l'honorable Laossi, qui envoie une lettre de soutien, des gestes comme ça, seraient bon, des non-nivellements, des choses qu'il ne faut pas considérer. Je n'ai pas parlé de Batoko. Ok. Moi je mets un peu tout ce monde-là. Pour les autres, si vous voulez, j'analyse aussi pour montrer qu'en réalité, je suis complètement d'accord avec vous et je respecte même ce que vous dites parce que c'est votre logique, vous êtes dans cette logique-là et c'est normal que... Oui, mais ce que moi je dis que ça serait désastreux pour eux parce que vous-même, vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau qu'au Bénin, quelque chose que je n'aime pas trop, mais c'est la réalité, mais on l'accepte comme ça. Mais moi, je suis dans la logique qu'on puisse changer un tout petit peu cela. On dit toujours qu'on vote des visages au Bénin. Le Béninois ne connaît que celui qu'il a l'habitude de voir, celui qui est proche de lui. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, qui arrivent à faire, donc, je ne sais pas moi, un soutien, qui arrivent à déclarer que Wadaï est bien et tout ça, mais le peuple les voit, le peuple les connaît. C'est des visages qui sont très connus et ça pèse également dans la balance. Dans le jeu. Voilà, ça va peser forcément. C'est pourquoi je dis, si on leur laisse le terrain, ils vont continuer à le faire. Ah oui. Ils ne vont pas seulement parler. À un moment, ils vont se battre réellement pour leurs intérêts dont vous parlez. Oui, pour leurs intérêts dont vous parlez. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est des yeux doux qu'on fait, justement, au porte-flambeau désormais de vous me rejoignez. C'est-à-dire que ça, je vous rejoins. Oui, je vous rejoins. On est d'accord sur ce point-là. Mais sur l'impact que ça peut avoir dans comment on appelle, sur les élections, les échéances électorales, c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. Moi, je dis que ça peut avoir un impact, mais réel, au point où, parce qu'une chose est sûre, vous faites les yeux doux au candidat que la mouvance a choisi. Si vous ne vous battez pas réellement sur le terrain, les intérêts que vous visez, vous allez l'avoir comment? Donc, à un moment, ils vont se battre réellement sur le terrain. Et j'ai dit quelque chose tantôt. Je dis que tu dises la vérité ou que ce soit un mensonge, si tu le répètes tout le temps aux gens, à un moment, ils vont se dire, mais attends, ce as-tu là, est-ce que finalement, ce qu'il dit n'est pas... On va pas le croire. Oui, bon, c'est pas grave, c'est quand même... Pour le moment, c'est lui quand même qu'on voit. On ne voit personne d'autre. Donc, suivons-le quand même. C'est ce que je dis. C'est là où je dis, il faudrait peut-être que l'opposition, à un moment, se hâte un peu aussi dans... Voilà, non, pas se replier, mais occupe également le terrain. Parce qu'on laisse tout libre aux autres. Ils vont l'occuper comme ils veulent. Ils vont l'occuper comme ils veulent. Et l'autre argument souvent qu'on avance, c'est le scénario un peu à la Zinsou. Oui, le scénario un peu à la Zinsou, mais souvenez-vous vers la fin. C'est vrai qu'il reste encore du temps ici. Il y a eu des défections massives. N'oubliez pas. Mais cependant, malgré qu'il y avait les défections massives, étant donné que l'autre était toujours au pouvoir, avec les moyens du pouvoir, ils étaient les plus audibles, on les entendait le plus. Donc, on se disait que, est-ce que c'est vrai que c'est Zinsou-là qui sera élu? Est-ce qu'ils ne vont pas vicier les choses? Est-ce que... Mais finalement, le peuple a parlé. Parce que justement, ces grandes figures-là, que vous dites que c'est ça que les Béninois votent, ces visages-là que tout le monde connaît, que les Béninois votent, à un moment, on fait défection en masse. Et ils sont partis du côté de Talon. Et sur le terrain, et sur le terrain, ces gens-là ont dit, mais écoutez, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit, mais c'est moi que vous connaissez. Et ça payait. On sait ce que ça donnait à Talon. Donc moi, je dis, ne laissons pas le terrain aux autres. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas forcément que c'est déjà gagné. Ou, voilà. Je crois que Batoko soutenir Wadaï, c'est son choix. C'est un non-événement aussi. Non, je ne dis pas que c'est un événement. Non, c'est son choix. Et on respecte le personnage quand on regarde le parcours du personnage. Mais ça ne donne pas tout de go la garantie que les gens de parcours vont l'écouter. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que l'une des communes dans lesquelles Ousmane Batoko est assez présent, c'est Parakou. Et donc si Gbadamassi n'a pas réussi en 2023, ce n'est pas Batoko qui véritablement peut quelque chose. Le soutien déjà avec tout ce qu'il y a aux communications autour de tout ça, ça quand même contribue à peut-être manipuler certaines consciences fragiles. Des gens, oui, qui ne savent pas encore quel choix faire. Et quand on dit c'est Batoko, mais Batoko a choisi. Bon, ça peut apporter son résultat. Je ne dis pas que c'est tout à fait inutile ce soutien. Mais en même temps, ne tablons pas tout de go que oui, ce soutien-là peut apporter quelque chose au candidat.
il faut voir la circonscription électorale dans laquelle intervient alors ce soutien. Et voir les forces en présence, dans cette circonscription électorale. Quand je prends Basile Akossi, j'ai expliqué sur le plateau le mercredi dernier les conditions dans lesquelles il est allé, il a envoyé une lettre de soutien à celui que je peux appeler son fils. Et il lui sera difficile à attirer d'aller dire aux gens, ne votez pas pour mon fils, ne votez pas pour votre fils. Donc, sa lettre de soutien ou sa lettre de soutien, oui, légitime, c'est ça? Pas légitime, c'est de l'ordre pour éviter la colère de ses frères et sœurs de la 18e. Oui. Parce que nous, notre fils, pour une première fois, est candidat pour être président de la République. Et toi que nous avons toujours choisi ici, tu viens nous dire de ne pas voter pour lui. Et si par mégarde, peut-être le candidat titulaire du Parti démocrate, par exemple, n'était pas de cette zone-là, géographique, et que tu viens dire ça, quel message ça passe? On a beau dire réforme du système partisan. Les clivages socio-culturels priment toujours au Bénin. Ça prime toujours au Bénin. Et quoi qu'on dise, dans certaines régions du Bénin, vous avez beau travailler à envoyer des candidats pour dire tout ce que vous voulez, les gens voteront par affinité, par lien socio-culturel ou ethnique, si vous voulez. C'est dommage qu'en 2025, on en soit encore là. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, pour cet état de choses, je ne dis pas que c'est un non-événement, parce que oui, pour lui, il n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'il a fait. Il peut dire publiquement avec la lettre de soutien et aller être candidat du Parti démocrate pour les législatives, remplir, en tout cas être réélu député, et pour la présidentielle, décider maintenant de dire à lui-même ne prendra pas la parole, mais il mettra sa machine électorale à contribution du candidat pour d'y aller travailler pour lui. Malheureusement, c'est la réalité. Et je suis sûr que lui-même, dans cette situation, il est assez, c'est mon avis, hein, il doit être un peu dérangé de faire les choses comme ça, mais parce qu'un lien de fraternité ou de parent à fils intervient malheureusement. Et je crois véritablement que ce sont ces facteurs-là qui font que d'ailleurs même, on ne peut pas aujourd'hui certifier que tel candidat, parce qu'il est de la grande machine de la mouvance, que c'est tout de gros parti. Parce qu'il y a des régions dans lesquelles les gens tiennent compte d'un certain nombre de facteurs. On ne souhaite pas ça. Moi, il faut en arriver. Il faut en arriver à finir avec ça. Mais les réalités socio-culturelles sont là. Et que nous devons accepter à vivre avec parfois. Et il faut, avec le temps, travailler à éliminer à corriger ça. Oui, pas que je conteste tout ce que Laurent a dit, mais quand quelqu'un dit celui-là, je ne peux pas me battre contre lui. Est-ce que ce n'est pas un aveu, quelque part, comment on appelle, de reconnaissance du fait que l'autre est un candidat, mais tellement bien choisi que je n'ai aucune arme pour pouvoir me défendre contre celui-là. Parce que vous avez parlé de sa région et tout. Et quand un député, un honorable de l'opposition arrive à tenir un tel discours, quel est le message? Je pose juste cette question et je ne dis plus rien. Quel est le message que ça envoie dans l'opinion? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il n'est pas en train de baisser? Ah, vraiment, là, c'est compliqué. Est-ce que vous savez que et ce message-là qu'il envoie, il avait déjà informé que... Oui, mais je ne dis pas non. Tout ça est juste. Mais le message que ça envoie, ce que ça reflète, il faut le reconnaître. Un peu, oui. Un peu d'objectivité. On va pouvoir reconnaître ça et savoir que... Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Basile Akossi peut bel et bien être de la 18e et dire « Je soutiens mon fils ». Et des électeurs de la 18e ne vont pas voter pour lui. Oui, ça aussi, c'est une réalité. Personne ne vote pour quelqu'un en réalité, ce n'est pas gain d'avance, c'est parce que c'est le meilleur des meilleurs. Ça, on est d'accord dessus, oui, ça c'est une réalité. D'accord, alors nous allons passer à un autre sujet d'actualité. Le déménagement Oumar Danjou du marché d'Antokpa démarre le 5 janvier 2026. Nous avons appris la nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Oumar? Vous ne savez pas ce que moi j'en pense. Et nous avons 10 jours. Oui, non, moi, ce que j'en pense, enfin, moi, mon avis par rapport à ce sujet, je pense que c'est bien qu'on puisse moderniser un peu notre, comment on appelle, notre environnement, enfin, notre cadre de vie, notre manière de faire, amener un peu plus de modernité. Dans cette dynamique, justement. Voilà, et que le gouvernement est. On ne peut pas dire que c'est du jour au lendemain qu'on a informé les gens. On ne peut pas dire que c'est aujourd'hui qu'on a dit à tout le monde qu'on veut. Voilà. Tout ce que moi j'espère, c'est que dans cet élan-là de modernisation du pays, il faudrait qu'on concerte un tout petit peu. Il faudrait qu'on écoute un tout petit peu les concernés. Il va falloir
voir qu'on s'entende sur un certain minimum. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ce préalable est fait? Voilà moi ce qui me tient à cœur. Sinon, moderniser le pays, il y a quoi de plus normal? Et regardez un peu comment est-ce qu'ils veulent le faire. Ils veulent avoir des départements bien précis. Tu veux acheter des choses qui ont rapport avec l'agroalimentaire. Tu sais déjà où tu dois aller. Les marchés modernes qui ont été voilà, les marchés modernes, on sait ce que ça donne. C'est vrai que ça peut causer au départ, il n'y a rien qui soit parfait au départ. Ça peut causer quelques difficultés, c'est une réalité, mais moderniser le pays, c'est une bonne chose. Mais cette modernisation ne doit pas se faire sans concertation avec les concernés, sans compromis, sans compromis accepter de la part de ces personnes-là. Il faut pouvoir céder comment on appelle, quelque chose aussi pour que ces personnes-là puissent accepter facilement. Le délai est raisonnable, 10 jours. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont des baraques, tous ceux qui se sont érigés déjà au sein de ces marchés depuis des années pourront effectivement bouger avec ce délai de 10 jours? Oui, étant donné que je ne suis pas dans le secret des dieux, étant donné que je ne sais pas qu'est-ce qui a été discuté avec les usagers des marchés de Dantokpa qui doivent être délocalisés, comment est-ce qu'ils se sont entendus? Qu'est-ce que l'ANAGEM a fait comme travail en amont? Dans ce sens. Puisque je ne connais pas cela, il me serait très compliqué de dire que ce délai est trop court ou bien trop long. Pourquoi? Parce que si, par exemple, eux, avec les gens, les usagers des marchés, ils sont en discussion, par exemple, depuis peut-être 6 mois et qu'ils sont déjà informés de cette date-là avant qu'on ne la rende publique, vous voyez que ça ne sert plus à rien de dire que ce délai est un peu trop court. Voilà. Mais si par contre, il n'y a pas eu cette concertation-là, il n'y a pas eu ce travail-là en amont où on a pu donc calmer tout le monde, faire accepter à tout le monde le bien fondé comment on appelle, du fait de déménager ce marché. C'est là où ça va poser problème. Si on ne les a pas convaincus, voilà. Si on ne les a pas convaincus, c'est là où ça va poser problème. Voilà, vous avez parlé d'historique, ça aussi, ça pose un autre problème. Au départ, c'est vrai, mais il faut mettre dans la balance les deux aspects. Parce que le marché d'Antokpa, ça rentre dans quelque chose, enfin, on va dire c'est plutôt de l'ordre du patrimoine aujourd'hui au Bénin. Maintenant, est-ce que ça, mis sur la balance, et tout ce que nous observons au marché d'Antokpa, le désordre, tout ce qu'il y a autour, l'insalubrité, tout ça, voilà, les installations anarchiques, entre cet aspect patrimonial et donc tout ce qu'on observe comme désordre, tout ce qu'il y a comme inconvénient, quand on met sur la balance, lequel pèse le plus. Et ça, c'est au pouvoir, c'est à celui qui est au pouvoir d'en décider aussi, parce que lui, c'est à lui de faire des choix. Nous, on a beau commenter, on a beau critiquer, on a beau s'ériger en juge. On a beau s'ériger un juge, c'est lui qu'on va juger à la fin. Maintenant, c'est à lui de juger, c'est à lui de prendre des décisions, c'est à lui de faire des choix. Et il fait le choix aujourd'hui de déménager ce marché-là. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais moi, je dis, il faut une bonne concertation avec les dames, il faut une bonne concertation avec tous les usagers des marchés et que tout le monde soit d'accord. Sinon, il y aura toujours comment on appelle, des gens qui vont grincer des dents. Et quand il y a des grincements de dents, c'est clair que ça peut créer du désordre dans le pays. Donc il faut faire très attention. C'est tout ce voilà, Laurent Toninquès, d'ici quelques semaines, votre épouse ne pourra plus aller au marché de Dantokpa pour faire des emplettes. Bon, malheureusement. Hein. Oui. Mais le nouveau marché de Gros n'est pas loin de ma maison. Pratiquement tous les jours. Donc vous, ça vous arrange finalement. Donc ça vous arrange. Parce que tous les jours, pratiquement, avant-hier j'étais là, hier j'étais pas trop loin de là, donc oui. Il faut quand même rappeler que les commerçants d'Antokpa ou commerçants, si vous voulez, n'étaient pas d'accord pour le déplacement, mais malheureusement, le vin est tiré, il faut le boire. L'infrastructure a été réalisée, même si ça a servi à un moment donné de magasin. Il est quand même normal qu'aujourd'hui que les femmes ou les personnes pour lesquelles l'infrastructure a été construite, soit que ces personnes viennent à occuper. Quand vous voyez, j'apprécie quand même. Hein. L'architecture, c'est ça? Oui, je regarde l'architecture. Je suis pratiquement... je regarde un peu... Bon, pardon, je ne suis pas dans l'extase pour extase. Hein. J'apprécie. Oui, mais non, mais je vous vois je suis en train de voir la nuit, c'est très beau. Je regarde, oui, non, vous n'êtes pas contre la nuit aller faire. Je sais que vous sortez la nuit surtout aussi. Donc, vous suivez mes mouvements. Non, mais vous êtes un confrère, vous êtes journaliste. Donc vous êtes en mission de poursuivre les mouvements. Ah oui. Donc, vous comprenez maintenant. Alors, voilà, poursuivez. Non, donc non, ce qui a été réalisé là, d'abord il faut préciser que ceux qui font quitter Tokpa, eux tous ne viennent pas tous à Calavi.
Il y a une partie qui sera du côté du stade de l'Amitié, là où il y a le mall qui est, construit là avec pour les bijoux et autres là. Il y a un lot qui va rester là et les autres vont venir vers le marché de Gros. Au niveau du marché de Gros de Akasato. Donc oui, l'infrastructure est réalisée, on ne peut pas faire autre chose, les gens vont intégrer. Maintenant, on attend de voir ce qui sera fait du site que les gens vont, ou là où les gens vont quitter. Et espérons aussi que tout se passe pour le meilleur des cas pour les commerçants et commerçantes qui vont intégrer. Maintenant, je voudrais quand même dire au chef de l'État quand même, si le marché ne commence pas à s'animer, c'est qu'il y aura, comment vous appelez, le flux, c'est-à-dire la circulation, les camions qui iront décharger, une certaine chose. Et pour moi, la qualité de la voie laisse à désirer. Moi, je ne parle même pas de la qualité de la voie, c'est-à-dire l'envergure de la voie. Est-ce que ça peut contenir? Non, mais c'est l'affluence. C'est quand même 2 fois 2, deux voies. Et puis avec la piste cyclable. Comparé à toutes les voies qui peuvent mener à Tokpa, dans Cotonou, vous vous imaginez, quand on quitte. Je crois que la voie qui mène vers, au niveau de fin goudron là-bas, après le marché, il y a une autre voie qui doit être réalisée de l'autre côté également pour joindre peut-être le tronçon de Tokba ou je ne sais quoi. Il semble qu'il y a un projet du genre. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà. Mais ce que je veux dire, la qualité de la voie, pour moi, laisse à désirer. Quand vous voyez les TEP, regardez, vous voyez aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Ça s'affaisse déjà. Ça s'affaisse déjà et ça se casse facilement. Et même le bitume, l'eau stagne à bien des niveaux sur le bitume. Quand il y a une petite pluie, il y a de l'eau qui stagne à des endroits donnés. Donc, avec le poids que cette voie va supporter, avec le flux, les camions qui vont circuler, les marchandises, il va falloir très vite revoir aussi. L'entreprise qui a réalisé doit revenir faire quelques corrections. Sinon, à cette allure, je ne pense pas. Et puis, il faut quand même aussi commencer par appliquer le code de la route aux citoyens de cette zone-là. Je suis dans la zone. Et je vois de la pagaille tout le temps. Quand vous voyez, vous prenez... beaucoup là-bas. Quand vous prenez à partir du troisième feu, à partir du Grand Carrefour, à partir du troisième feu, tous ceux qui sont derrière la maison générale Mathieu Kékou, la plupart du temps, empruntent le sens interdit. La plupart du temps. Il y a eu des gens qui ont été tués là. Oui, moi j'ai vu quelqu'un... Quand il est là, Maurice Le Champ là, en sens interdit. Donc, dès maintenant, il faut commencer par le feu rouge. Les gens ne respectent pas. La dernière fois, là où il y a un terrain de sport, au niveau du premier feu, par exemple, on était là. Et subitement, le motocycliste qui se retrouve au niveau des véhicules, et quand il a vu le véhicule des policiers, il avait tellement peur qu'il les regardait au point où il allait cogner une voiture par derrière. A créé autant de dégâts. Et lui-même est tombé avec un pied brisé. Donc, vous voyez un peu tout ça là. Il faut, pour moi, imposer le code de la route là. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne commence pas par le faire maintenant. Et c'est en janvier qu'on va commencer à faire. Ça va pas entrer dans donc, il faut être sur le tronçon là, sans état d'âme. Mais j'insiste sur le fait que il faut vraiment, s'il faut le plus tôt possible faire des corrections par rapport à l'état de la voie. Parce que tel que ça se passe, tel que moi je vois là, quand les camions vont commencer à passer avec les charges, on risque d'avoir une voie qui ne va pas durer 2 ans, 5 ans, 10 ans, comme on le souhaite, parce qu'on a toujours dit que oui, le régime de Patrice Talon a bien fait les voies. Mais cette voie-ci, là, avec ce que je vois de ma petite expérience, en comparant avec ce qui se fait ailleurs, et quand vous regardez les pavés déjà qui s'affaissent, vous voyez des trucs là. Même ceux qui sont en train de faire un travail là maintenant pour planter des arbres, je ne veux pas les dénoncer, mais je voudrais demander au gouvernement d'envoyer des gens, des missions de contrôle pour aller voir la qualité de ce qui se fait et pour nous assurer que, au-delà de tout, l'investissement qui est fait, le travail qui est fait, répond à l'investissement qui est fait. D'accord. Laurent, oui. J'apprécie vraiment le témoignage de Laurent. Je pense que les autorités doivent en prendre, comme on appelle, enfin, doivent prendre cela avec beaucoup de sérieux, prendre en compte cela et peut-être aller vérifier certaines choses là-bas sur l'état de tout ce qui a été réalisé, sur le plan, on va dire, des routes et tout ça. Mais ce que moi je veux dire, je ne conteste rien de ce qu'il dit, mais pour le moment, cette voie est vraiment déserte. Donc, il y a les gens qui s'adonnent à tout, on roule en sens interdit. Moi-même, je l'ai vécu. Omar, si vous êtes dans la zone, venez vous rester là les matins.
les matins et les soirs. Vous vous rendez compte que ce n'est pas désert. Ok, d'accord. Mais pour les seuls moments où moi je suis passé, pratiquement je n'ai rencontré... Au fond là-bas, il y a tellement de personnes qui sont au fond là-bas. D'accord. Maintenant l'autre chose que moi je voudrais dire, c'est quoi? C'est par rapport à Calavi lui-même. Déjà, l'axe principal qui rentre dans Calavi, pour arriver jusqu'au pavé Créco qui va nous mener vers le marché de gros dont on parle, cet axe-là n'est pas éclairé la nuit. Et voilà qu'on veut déjà donc mettre le marché en marche. Et l'autre chose également, à chaque fois aux heures de pointe, comment est-ce que le trafic est dans cette zone-là? Le sens Calavi-Cotonou. Il faut voir tous ces paramètres. Donc, tous ces paramètres-là, c'est très bondé. Quelles sont les voies de contournement? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que, justement, ces poids lourds-là, ces gros camions, ne viennent pas donc encombrer un peu plus la voie aux heures de pointe? Parce qu'on sait à quelles difficultés on a pour sortir de Calavi autour de 8 heures jusqu'à peut-être 10 heures par là. Quelles difficultés on a pour pouvoir sortir de Calavi? C'est compliqué. Je pense aussi qu'il faut revoir le Grand Carrefour. Le Grand Carrefour. Merci beaucoup. Le Carrefour c'est un peu trop petit. Le flux, c'est un peu trop petit. Les mouvements avec les véhicules. Non, c'est pas trop petit. Pour moi, je pense que c'est un peu trop grand pour les camions qui vont tourner chaque fois. Réduire le plein central là, le réduire un peu pour que voilà, c'est là où moi je dis un peu petit. La chaussée est petite, je veux dire. Et c'est ce que je disais, au départ, si vous vous souvenez. J'ai dit que ça me semble un peu exigu. C'est à tout ça que je pensais. C'est-à-dire que regardez un peu les carrefours qu'il y a autour de Dantokpa. C'est de très grands carrefours, de Saint-Michel à comment on appelle jusqu'à comment on appelle comment on dit ça, au carrefour du nouveau pont, le pont Martin Luther King. Mais c'est de grands carrefours. Alors qu'à Calavi aujourd'hui, quand on regarde ça, je me dis que non, c'est un peu petit. C'est un peu exigu. La voie est petite. Oui, il faut tout. Oui, la voie, je veux dire, il faut élargir un peu plus parce que surtout ce monde-là doit venir. J'attends de voir les mouvements, le feu qui s'allume, qui est ouvert au rouge avec les mouvements, les camions qui vont tourner. Moi, je pense qu'il faut réduire un peu ce qui est l'espace au milieu là et élargir maintenant. Je suis complètement d'accord. Parce que quand ça va commencer, d'ailleurs, même ça n'a pas encore commencé. Ça va pas commencer. À un moment donné, quand il y a le feu, écoutez, c'est comme s'il y a un peu souvent à partir de 19h là, la circulation devient un peu dense, difficile de circuler, ça traîne. Donc, même sur le point, même les matins également. Dès qu'un gros camion veut faire le sens giratoire à ce niveau-là, même les motos sont obligées d'attendre d'abord, tellement c'est exigu. Donc c'est tout ça que moi je regardais tantôt que je disais, c'est trop exigu. Il faut voir comment est-ce qu'on fait pour élargir un peu tout ça. Nous allons donc rester dans le même registre, parler à présent de la circulation des véhicules à bras interdites sur les routes asphaltées. Laurent Tolinkès. Oui, je crois que... Nos confrères l'ont relayé suffisamment aujourd'hui. Oui, cela participe de la sécurité, un certain nombre de choses, aussi de l'entretien de nos infrastructures. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'observe aussi le code au niveau de nos axes routiers, c'est beaucoup de pagaille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut maintenant prendre des décisions pour arrêter. Oumar? Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je n'ai qu'un seul exemple. Quand vous allez dans la zone de Dantokpa, vous connaissez ces pousse-pousse là, c'est Kloboto, même pas Kloboto, il y a un nom qu'on donne souvent là. En tout cas, les pousse-pousse, vous voyez comment est-ce qu'ils sont chargés. Et quelquefois, leur cargaison se renverse sur à la descente du pont ou à la montée. Voilà. Et ça se renverse là, on sait quel désordre ça cause. Même simplement, quand il est en train de monter, quelquefois, les motos sont obligés de quitter donc la piste, enfin la partie qui est réservée donc à la circulation des motos pour venir se mettre au niveau des voitures. Et ça pose un problème. Moi, je suis complètement d'accord qu'on leur interdise l'accès à certains endroits donc, dans la circulation pour éviter justement donc d'encombrer la circulation, de mettre à mal la fluidité, on va dire, de la circulation et aussi de dégrader les infrastructures. Parce que quand ils renversent, par exemple, de l'huile et toutes ces choses-là, l'asphalte a beau être dur, mais à la longue, ces choses-là qui se renversent dessus, à un moment, ça va commencer à se dégrader. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on puisse leur interdire d'accéder à certains endroits de la ville pour éviter d'encombrer la circulation et aussi donc, de dégrader les choses. Moi, je suis complètement d'accord avec. Mais bon, cette décision. Oui, je suis complètement d'accord avec cette décision. Mais il faut savoir le faire aussi parce que c'est leur gagne-pain.
C'est ce qu'ils prennent pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Donc à partir de cet instant, il faut voir comment est-ce qu'on fait pour encadrer tout ça. Et il ne faudrait pas que nos forces de l'ordre aussi aillent faire du zèle contre ces personnes-là. Ça reste des pères de famille, c'est des personnes très dignes. Voilà, c'est des personnes très dignes. C'est parce que certainement, il ne veut pas aller voler, même s'il n'a pas d'autres compétences. Il estime que ça va lui permettre au moins de subvenir. Parmi eux, il y en a qui mettent leurs enfants à l'université et qui deviennent des personnalités aussi. Donc, il faut prendre en compte tout ceci et savoir que c'est des personnes qu'il faut respecter. Mais sur le principe, ils ne doivent pas être partout, je suis d'accord. Ils doivent être peut-être dans les périphéries des villes où les gens ont vraiment besoin de transporter les choses vers les marchés. Et arriver au niveau des gares, ils débarquent et les autres prennent pour monter maintenant sur les grands axes. Moi, je suis complètement d'accord. Oumar Diandjou, Roland Tonnet-Kess, merci beaucoup à vous. Avant de vous laisser partir définitivement, Roland Tonnet-Kess, Bénin-Lesotho, vous avez suivi le match, votre appréciation. Vous avez vu quand même nos guépards qui haussent et hissent véritablement le drapeau du pays depuis un certain temps. Bon, j'avais pronostiqué 2-0 pour eux hier, et donc ils ont marqué 4, et donc ils ont doublé la mise. Je leur dois alors... Ah donc vous avez pronostiqué comment? J'ai dit hier que je souhaitais qu'ils gagnent 2-0. On m'a souri parce que c'est très bien. Moi, je souris, oui. Ça n'arrive pas souvent. Pas très souvent. Donc, ils ont quand même doublé la mise. Ils ont doublé la mise. Donc, je leur dois quelque chose. Quand ils viendront au pays, je vais leur faire chacun un chèque. Un petit chèque là. Parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Oui, non. On ne peut que se réjouir. Parce que le Bénin a 8 points, Afrique du Sud 8 points, Nigeria 8 points, le Rwanda 8 points. Ça devient un peu corsé. Oui, ça devient corsé. Le Bénin qui talonne l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Nigeria qui est derrière le Bénin. Oui. Donc, je rappelais hier qu'avant ces deux matchs, les autres équipes priaient pour double défaite pour le Bénin pour être mieux positionné. Malheureusement, le Bénin n'a pas eu double défaite. Et donc, le Bénin les dérange suffisamment. Il va falloir que le travail qui a commencé soit renforcé pour espérer, parce que l'Afrique du Sud première de ce groupe-là et Bénin deuxième. Le Bénin, si on fait des efforts, on peut avoir la première place. Elle est en Coupe du Monde, une première dans l'histoire. Sous quel régime? Non, mais je ne vais pas faire cette bêtise. Ça va dans tous les sens, justement. Écoutez, et pour ça, je vais enlever ce n'est pas le chef de l'État. Je ne vois pas le rapport, justement. Je ne vois pas, ce n'est pas Wadaï qui joue. Dit que, parce que depuis que Wadaï est candidat, que le Bénin est de victoire. C'est ce que vous ont dit dans ce pays. Les Béninois étaient obligés de prier contre pour la défaite du Bénin. Et nous avons vu. Face au Nigeria, ils gagnaient à la dernière minute de Nigeria, ils n'ont pas été à la CAN. Non, il faut éviter ça parfois. Parce que moi, je me demande comment les gens réfléchissent parfois. On est fiers d'être béninois, on est fiers des guépards, mais il ne faut pas mélanger les choses parfois au point de se ridiculiser. Les chefs de l'État et son gouvernement ont mis de moyens dans le sport béninois, notamment le football, il faut reconnaître. Il faut dire, mais il ne faut pas mélanger les choses parce que ce n'est pas bon. Oumar Diandjou, très rapidement, par rapport au dernier aspect de Laurent, je suis complètement d'accord. Même d'ailleurs, ça, c'est des débats de boutiquiers qui n'ont aucune importance. Ça n'a rien à voir avec un régime qu'un pays gagne. Mais moi, j'ai vu le Bénin jouer comme ça. C'était autant de Cessignon, Omoto aussi. Non, il y a un autre encore là. Et l'autre qui avait un nom Yoruba aussi. Ogoubi, ce monde-là. Ogoubi. Au moment des frappes lourdes. Voilà. Et donc, on avait un milieu de terrain qui tenait la route en ce moment. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous jure par Dieu que j'ai retrouvé ce milieu de terrain là quand je regardais. Oui, quand je vois Junior Olaïdan, quand je vois le capitaine. Non, mais c'est sérieux. Le jeune, Imran Hassan. Mais il est d'où, lui? Il est vraiment béninois ou il est brésilien? Il est béninois. Il est brésilien, ce gars. Oui, mais il est très beau, Imran. Mais j'étais très fier. Je pense que Chelsea ou Barça doit le faire appel. Il le faut, non? Oui, mais il le faut. Les béninois jouent dans des grands championnats aujourd'hui. Il y a notre Mounier qui est à Augsbourg. Non, moi, je n'arrête rien. Mon ego de béninois a été fouetté hier et j'étais très content. Le capitaine doit aller au Real, par exemple. Je vous dis même quelque chose. Moi, au moment où j'ai commencé à regarder ce match-là, on m'avait servi ma nourriture, j'avais le pied sur le guéridon, j'avais l'estomac un peu noué, bizarre. J'étais très bizarre. Je vois la première boude des Lesotho, ou bien comment on les appelle. Voilà. Et tout de suite, mais comment?
j'ai vu un Mounier mais incroyable. J'ai dit, mais comment? Il a bouffé du lion. Et l'autre, regardez-moi, c'est vrai que ça vient encore d'une bourde. Mais regardez la passe. C'est une passe, mais qui est digne de la première ligue du championnat. Non, le Béninois est content. Oui, qui doit être diffusé dans les écoles. La passe de Mounier. Non. Quand il s'agit du Bénin, je n'ai que des superlatifs. Je vous assure, j'étais très content hier. J'ai mangé. Je ne vous reconnais pas jusqu'à ce sens. Vous aimez aussi le foot jusqu'à ce point. Ah mais j'adore le foot, qu'est-ce que vous croyez? Peut-être que vous êtes venu très jeune dans la profession. J'ai été journaliste sportif pendant 3 ans au moins. D'accord, donc, et je connais un peu le football béninois, je connais le sport béninois. D'accord. Donc je ne suis pas... On va souvent vous éviter sur des plateaux sportifs. Non, mais si c'est pas le sport, j'en sais quelque chose. Pas comme d'autres. Toujours pour vous faire sourire. Pour quelqu'un qui avait l'estomac noué, qui n'avait pas du tout faim, j'ai mangé de la pâte avec du nez noué et j'ai demandé à ma femme, mais c'est quoi? Ça manquait un peu de piment, vous vous rendez compte? Donc c'est vous dire que quand le Béninois gagne, il est content. Moi j'étais très content, sincèrement. Je veux voir le Bénin aller à cette Coupe du Monde là. Et je suis sûr que quand ils iront à cette Coupe du Monde là, ils vont vraiment être complètement dégourdis parce qu'ils n'auront rien à perdre. Ils seront devant les plus grands du monde, donc ils vont se donner à fond. Et c'est vrai. Et je reconnais une dernière chose aussi, il faut le reconnaître. Le Lesotho était un cran en dessous, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a au moins 2 buts qui étaient de petites bourdes quand même de la part donc, du gardien et donc des défenseurs. Donc à partir de cet instant, il ne faut pas trop se réjouir, il faut se remettre un peu plus au travail. Je dois refermer ma parenthèse. Je crois qu'il faut quand même remercier les jeunes qui sont dans cette équipe aujourd'hui. La nouvelle génération qui est intégrée dans cette équipe, qui fait un travail assez important. Et je veux remercier aussi également le coach. Non, pas le coach. Le coach fait son travail, il est payé pour ça. Il faut continuer à le payer. Il ne faut pas continuer à remercier des gens qui sont payés pour ce qu'ils font. Ça me dérange un peu. Non, écoutez. On n'a qu'à le féliciter. Non, écoutez, oui, on est fiers de ce qu'il a fait, mais on ne va pas tout le temps lui dire merci. Il ne le fait pas gratuitement. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas de résultat, on ne va pas le rater également. Moi, je pense qu'il faut remercier Cessignon et Michael Poté qui étaient au chevet des joueurs. C'est vrai. Qui étaient là pour motiver la troupe. Vous voyez que ce qu'on disait par rapport au moto aussi, l'expérience des anciens. Vous voyez que ça tient finalement. Cessignon qui était là pour Poté, j'ai vu parler aux jeunes, les assister. Imran Alassane, c'est un poulain de Poté. Il est sorti de l'école Joseph Poté. Donc voilà. Pour ça, il faut quand même se féliciter et souhaiter la victoire pour les équipes pour qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On serait fiers de les voir à la Coupe du Monde. On serait fiers de les voir battre à nouveau le Maroc à la Coupe du Monde. Peut-être le Portugal. Pourquoi pas? Le Portugal, oui. Tenir tête à la France comme le Sénégal l'a fait. Dès lors que vous êtes qualifié, vous n'êtes plus une petite équipe. Ah oui. Donc, il reste encore du monde. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée.